Bonjour à toutes et tous. Il y a quelques années, Coluche, le père fondateur des Restos du Cœur, institution si précieuse et si utile maintenant plus que jamais, jouait dans un film qui s'appelle 5 heures moins le quart avant Jésus-Christ et il disait ceci. Il s'adressait, donc c'était le conseil de César, il était sur une scène à côté de César et puis il s'adressait au peuple qui était en face de lui et il disait ceci. Est-ce qu'on vous prendrait pour des cons? Alors en face, il y a le peuple qui dit ah oui, 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 on nous prend pour des cons, ah ouais, ouais, ouais. Et puis il continue et puis il dit est-ce que ça fait longtemps qu'on vous prendrait pour des cons? Alors, le peuple il dit oui, 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 oh, oui, on n'en peut plus, ça fait longtemps qu'on nous prend pour des cons quoi. Et puis il finit par dire oui, mais enfin bon, ça fait 30 ans, si ça fait 30 ans qu'on vous prend pour des cons, est-ce que vous seriez pas un peu con finalement? Puis là il y a le peuple qui fait un ah ouais, ouais, ah ouais, ouais, peut-être quand même. Voilà, moi cette scène elle m'a fait beaucoup rire et beaucoup sourire parce que elle fait, je trouve, typiquement écho à ce que nous vivons en ce moment de manière collective. Je m'explique. Qu'est-ce qu'un système de domination perverse? Un système de domination perverse, qu'il soit au niveau collectif, sociétal, ou bien qu'il soit au niveau de nos institutions, de nos entreprises, ou bien qu'il soit au niveau familial. Donc, vous voyez, les trois niveaux dans lesquels nous pouvons évoluer dans un système de domination perverse. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme son nom l'indique, la domination, c'est vraiment le fait d'avoir un positionnement d'une personne ou bien d'une entité ou bien d'un groupe de gens représentatifs, d'une autorité, donc avoir cette autorité sur l'autre et qui peut être exercée de manière abusive. Voilà, donc la domination, en tout cas, bien sûr qu'il y a cette volonté d'exercer une autorité de manière abusive sur l'autre pour pouvoir dominer l'autre et en faire un petit peu ce qu'on veut et en tout cas l'utiliser à nos fins. Quand je suis le dominateur, la personne ou bien l'institution. Quand on parle de perversion, eh bien, de quoi parle-t-on? On parle d'intention de faire du mal à l'autre. On parle d'intention ou l'absence de bonnes intentions. À nouveau, l'intention de faire du mal à l'autre pour pouvoir arriver à nos fins et faire de l'autre ce qu'on a envie de faire de lui. Encore une fois, il peut s'agir d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'une société de manière globale. Donc, quand on parle de manipulation, de système de manipulation perverse, comment ça se met en place? Eh bien, il y a différents leviers qu'on va, de manière individuelle ou de manière collective, il y a différents leviers qu'on retrouve à tous les niveaux de la société et qu'on va actionner pour poser ce système d'emprise. Donc, c'est vraiment ça, hein, c'est de la domination par l'emprise de l'autre. Hein, donc, hop, je viens faire ce système d'emprise, poser ce système d'emprise sur l'autre. Donc, c'est différents leviers sur lesquels, eh bien, le système va s'appuyer pour pouvoir exercer cette domination perverse. J'attire vraiment votre attention sur une chose qui est primordiale et cruciale. C'est que pour qu'il y ait un oppresseur, pour qu'il y ait un dominant, pour qu'il y ait un empriseur, eh bien, il faut qu'en face, il y ait un emprisé. Vous voyez, et ce système, il ne fonctionne que si les deux parties sont là. Je veux dire, s'il n'y a pas d'emprisé en face, s'il n'y a rien à empriser, s'il n'y a rien à dominer, le système, il n'y a rien, en fait. Hein, on ne peut pas dominer rien du tout, en fait. On ne peut pas dominer quelqu'un qui n'est pas dominable. Je ne sais pas si ça existe, en tout cas, on va l'inventer maintenant. Je ne sais pas si on peut... donc, je sais qu'on ne peut pas dominer quelqu'un qui ne veut pas se laisser dominer. Ça, c'est pas possible. Donc, pour qu'il y ait un dominant, il faut qu'il y ait un dominé. Et un dominable, potentiellement. Pour qu'il y ait un empriseur, il faut qu'il y ait un emprisé. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'il y ait les deux parties qui collaborent. Alors, bien sûr que ça se passe de manière totalement inconsciente, parce que quand on est emprisé, quand on est dominé, évidemment qu'on ne s'est pas levé le matin, on n'est pas né en se disant « tiens, moi toute ma vie, je vais me faire empriser ou dominer, ça va être super ». Non, ça on ne l'a pas décidé. Donc bien sûr que c'est un processus et un mécanisme tout à fait inconscient. Ici,
Eh bien, il se peut que ce soit un mécanisme inconscient. En tout cas, on va parler aussi de pathologie de manière individuelle. De manière collective, il se peut que le mécanisme soit inconscient, il se peut qu'il soit aussi de manière bien consciente. Voilà. En tout cas, j'attire votre attention sur le fait que pour qu'il y ait un système qui soit en place, eh bien, ce système de domination perverse, il faut vraiment qu'il y ait le dominé, en tout cas, la personne qui va être dominable, la personne qui va être emprisable, et puis celui qui va empriser. Sans l'un ni l'autre, il n'y a pas de système. Voilà. Donc, sur quel pilier s'appuie le système pour se mettre en place? Eh bien, plusieurs mécanismes. Le premier, c'est le mensonge. En général, c'est le mensonge qui peut être très discret, mais c'est le mensonge aussi. Maintenant, je pense qu'au niveau sociétal, on est passé à des choses qui sont très visibles, voilà. Mais sur le plan personnel, si on parle d'un cas de perversion au sein d'un système de perversion au sein d'une famille, que ce soit au sein du couple ou que ce soit, par exemple, des parents vis-à-vis d'enfants, ou bien au travail, le mensonge, souvent, il est assez, il est caché. Au début, il est caché, puis après, il est de plus en plus visible. Voilà. Ça va être la manipulation aussi. Donc, on va manipuler l'autre de manière intentionnelle. Par plein de procédés, par plein de biais de manipulation, mais en tout cas, le but c'est vraiment de l'embrouiller et de lui faire perdre pied. Voilà. Donc le mensonge, la manipulation, ça va être aussi un processus de humiliation. Voilà. Quand on est dans un couple, par exemple, ou bien de parents à enfants, ou bien quand on est dans le milieu professionnel, mais ça vaut aussi, et on l'observe de manière globale, il y a cette tendance à vouloir humilier l'autre. Souvent, c'est des insinuations qui sont un petit peu pernicieuses, comme ça, on lance des petits pics au fur et à mesure qui reviennent et qui n'ont que pour but d'humilier et de rabaisser. Bah oui, parce que si je rabaisse pas l'autre, je peux pas installer mon système de domination. Il y a aussi le transfert de responsabilité. Bah oui, en fait, c'est-à-dire que la personne qui développe ce comportement perverse et de domination, eh bien, il va faire peser toute la responsabilité sur l'autre. À cause de toi, eh bien, je suis énervée, en fait. À cause de toi, on n'a pas fait les résultats de l'équipe. À cause de toi, voilà. Donc, c'est toujours un transfert de responsabilité sur l'autre. Et bien sûr, moi, la personne qui domine, je ne prends pas du tout aucune responsabilité. Je me décharge de tout cela sur l'autre. Voilà. C'est également l'accusation. Oui, en fait, on accuse l'autre d'être responsable d'une situation qui n'est pas satisfaisante. Donc là, la personne qui domine, en général, que ce soit au travail ou que ce soit au sein de la famille, va accuser l'autre je sais pas, par exemple, ça peut être de la mauvaise situation financière du couple, au sein d'un couple. Ça peut être globalement, et on le voit beaucoup à l'échelle sociétale, c'est le transfert de responsabilité qu'on a. Si on parle du trou de la sécu, de difficultés environnementales, eh bien, on fait toujours porter la responsabilité aux citoyens, et c'est jamais les institutions au-dessus qui prennent leurs responsabilités. On l'a vu aussi dans le cadre des entreprises, de certaines entreprises, malheureusement, quand quelquefois il n'y a pas de plan social, ou en tout cas il y en a de moins en moins, peut-être. Bon, en ce moment on en a de manière massive, mais il y a eu on a pu assister à des départs en fait de personnes qu'on a un petit peu poussées dehors, en tout cas invitées à partir,
en inversant la responsabilité, c'est-à-dire que les entreprises n'ont pas pris leur responsabilité de dire nous on voudrait rompre des contrats de travail parce que on arrive enfin de phase sur certaines choses, ou bien on a besoin économiquement, on revoit notre politique économique, voilà, ce sont des choses qui arrivent, on va mettre un petit plan, on propose à certaines personnes de quitter l'entreprise et ça va bien se passer et on va bien faire les choses et chacun va bien finalement on va se séparer voilà, d'une manière correcte pour tout le monde. Là, c'est plutôt de faire porter la responsabilité du problème de l'entreprise, qui est un problème économique qui lui est propre, à certains de ses salariés en disant en fait, vous convenez plus au poste. Donc voilà, et la technique pour le coup du harcèlement ou des choses comme ça, t'as pas rempli tes objectifs, voilà. Parfois, elle peut être abusive aussi. Bien sûr que ça reste des cas, heureusement, j'allais dire isolés, j'en sais rien. Bon, on va dire que ce n'est pas la majorité et que c'est un certain nombre d'entreprises qui fait ça, mais heureusement pas la majorité. Mais en tout cas, c'est des cas qu'on voit quand même beaucoup. Voilà. Des injonctions contradictoires aussi, ça veut dire que je te demande de faire quelque chose, mais je te donne pas les moyens. Donc remplis tes objectifs, puis à la fois, par exemple, tu n'as pas les moyens, t'as pas l'équipe qui va bien, t'as pas le temps de le faire, t'as pas, voilà. Donc là, on est dans l'injonction contradictoire, puisque en fait, on te donne pas les moyens de pouvoir arriver à faire ce qu'on te demande. Ça peut être pareil aussi au sein d'une relation parentale avec qui on demande, on impose, un des parents demande quelque chose à l'enfant qu'il ne peut pas atteindre parce que soit il n'a pas la maturité pour le faire, soit on lui donne pas les moyens de le faire. Ça peut être des situations de violence physique qui peuvent être très graves, on assiste parfois à des cas malheureusement où ça va jusqu'à l'homicide, violence physique et homicide derrière. Des violences psychologiques, des violences émotionnelles, mais des violences aussi financières et des abus financiers. Voilà. Et puis enfin, c'est un système de domination par la peur. Faire peur aux gens, c'est vraiment le meilleur moyen finalement de les tenir quelque part un petit peu sous notre coupe. Ça, c'est de manière au sein des familles, voilà, dans les couples, ça peut être aussi au travail, la peur de perdre son travail, voilà, et puis globalement, sociétalement parlant, c'est la culture de la peur, en nous disant que la société est dangereuse. Si vous regardez des informations traditionnelles à la télévision ou ailleurs, ce qu'on nous montre en permanence, c'est ça. La société est dangereuse, il y a des guerres partout, ne sortez pas de chez vous, assurez-vous, vous pouvez mourir à tout moment, la maladie est présente, voilà. Donc c'est vraiment la culture de la peur. Et donc le dernier point, c'est l'isolement. L'isolement. Oui, parce que quand on est dans un système de domination perverse au sein d'un couple, en général, on l'a vu, la personne qui va avoir le comportement de domination perverse, il va chercher à isoler la personne qui elle, va être sous l'emprise de cette personne, et donc le plus possible la couper de sa famille, de ses amis, et l'éloigner pour pouvoir ensuite en faire ce qu'il veut à la fin. Voilà. Le but de tout ça, c'est d'arriver à ces fins, c'est vraiment de détruire. Quand on est dans un mécanisme de perversion narcissique, c'est vraiment d'arriver à détruire la personne, parce que de l'autre côté, l'empriseur, lui, a besoin pour vivre simplement d'aller il a besoin pour vivre d'écraser. Il a besoin d'écraser l'autre pour se sentir vivant, parce que lui-même n'a pas cette sécurité à l'intérieur de lui. Voilà. Donc isoler la personne emprisée, mais c'est pareil à un niveau des entreprises. C'est exactement ce qu'on voit quand il y a un système de harcèlement ou de domination de perverse qui se met en place. Là, on isole souvent, c'est le cas qui est rapporté. On isole les salariés au sein ou bien les managers. Ça va dans les deux sens, au sein de leur équipe, chacun est un petit peu isolé, et puis au fur et à mesure, on se renferme, et là, c'est le piège qui se referme sur nous.
Et de manière sociétale, si on monte d'un échelon, eh bien c'est la même chose. Je veux dire, de dire aux gens restez chez vous parce que l'autre à côté il fait peur, eh bien c'est une technique aussi pour isoler les gens de plus en plus. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que ce système finalement de domination perverse est de plus en plus vu et de plus en plus en place au sein de la société sur les 3 échelles que je vous ai données en fait? Pourquoi est-ce qu'on le voit de plus en plus? Ben, la question est ouverte. Peut-être par manque d'autorité, que ce soit au sein des familles, et on le voit de plus en plus en fait avec les parents peut-être dépassés sans culpabiliser personne, mais des parents qui sont peut-être dépassés par plein de choses et quelque part on comprend parce que sociétalement ça devient de plus en plus difficile d'élever des enfants au sein de cette société. Ces parents sont aussi souvent isolés. Donc voilà, donc un manque d'autorité peut-être parentale, un manque d'autorité au sein de la société elle-même, puisque on voit que nous évoluons avec un système de justice qui est à bout de souffle, dont on a coupé les moyens depuis 20 ans par toutes les politiques successives et qui est à bout de souffle, et puis qui n'est pas forcément égal pour toutes les tranches de la société. Ce système aujourd'hui judiciaire ne fonctionne pas de la même manière pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est donc un manque d'autorité effectivement. Et puis, on voit bien aussi qu'on assiste de plus en plus, évidemment, c'est à la une, et tant mieux la préoccupation cette année des pouvoirs de la politique du gouvernement sur la santé mentale. Oui, on voit une nette dégradation de la santé mentale depuis plusieurs années à toutes les échelles de la société, des enfants jusqu'aux personnes âgées. Donc, ceci, évidemment, peut être un facteur complètement déstabilisant et influent sur les systèmes pervers de domination perverse qui se mettent en place. Puisque aujourd'hui, quelqu'un qui a un comportement de dominateur perverse est quelqu'un qui est en souffrance, évidemment. Quelqu'un qui donc l'emprisé lui-même, la personne qui subit les systèmes de domination perverse, eh bien c'est quelqu'un qui lui-même est en difficulté aussi, puisque c'est quelqu'un qui va montrer un profil qui va souffrir d'une blessure d'abandon, très très souvent. Donc soit réellement un des 2 parents est parti, a été absent, des fois les 2 parents, ou bien un des 2 parents travaillait trop, était pas là, pas présent, ou bien il y a eu de la violence au sein de la famille, donc un système de domination qui se reproduit, de la violence physique, de la violence verbale. Donc voilà, donc ça c'est un terrain propice à être aujourd'hui sous un système d'emprise et donc en position de soumission. Et puis la personne qui est en position de dominant, c'est la même chose en général, elle souffre de l'autre côté exactement des mêmes blessures que la personne qui est en position de soumission. Voilà, simplement, eh bien, il y en a un qui traduit ses blessures en ayant besoin de nuire et de faire du mal à l'autre, et puis l'autre qui est là en dessous et bien qui accepte bien inconsciemment, bien sûr, parce que personne ne demande à être dominé ou à être maltraité, comme je l'ai dit en ouverture. Bien inconsciemment, bien c'est un système qu'il accepte, puisque c'est un système qu'il a toujours connu malheureusement. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait au niveau global, tout ça? Parce que, du coup, vous comprenez bien que si, au sein de ma famille, c'est un système qui est déjà installé, vous voyez? Donc, il y a un dominé et un dominant. Voilà. Donc, au sein de l'entreprise, je retrouve souvent cette position aussi de dominé et de dominant. Et puis, collectivement parlant, c'est exactement ce qui est en train de se passer, ce que nous retrouvons de manière collective aussi.
Et oui, parce que ce qui est en train de se passer au niveau collectif, c'est quoi? Et les taux se resserrent de jour en jour. Ce système de domination perverse dans lequel nous évoluons, selon moi, c'est celui-ci. Ça veut dire, est-ce que les questions à se poser, c'est que, est-ce que le système dans lequel nous évoluons nous vaut du bien? Ben non, non, il nous veut pas du bien. Pourquoi? Pourquoi il nous veut pas du bien, ce système? Parce que, voyez bien que depuis 20 ans, en fait, on a affaibli finalement toutes les politiques publiques, d'utilité sociale et publique dont nous avons besoin pour bien vivre au quotidien. Et ce système-là les affaiblit de plus en plus, n'est-ce pas? Donc, je parle de quoi quand je parle de politique publique? Eh bien, je parle tout simplement d'accès à la santé. D'accès à la santé. Quand je vous disais tout à l'heure que le gouvernement fait de cette année, heureusement, la santé mentale une priorité, heureusement d'un côté, mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il n'y a jamais eu aussi peu de pédopsychiatres aujourd'hui, il n'y a jamais eu aussi peu de psychiatres, il n'y a jamais eu aussi peu de médecins qui sont accessibles. Les centres d'accueil des personnes, que ce soit les hôpitaux psychiatriques, donc tous les moyens, on les a coupés aussi. Donc l'accueil de ces personnes qui sont en difficulté morale et mentale aujourd'hui, eh bien, on ne peut pas les accueillir. On n'a jamais eu aussi peu de moyens aujourd'hui que de les accueillir. Vous voyez, donc d'un côté, on nous dit oui, on fait de ça notre priorité, mais de l'autre côté, je donne pas les moyens. Je les ai même coupés. Vous voyez, donc c'est ça un système perverse. Est-ce que ce système nous veut du bien? Non. Voilà. Et là, c'est par A plus B, malheureusement, c'est comme ça. La justice, j'en parlais tout à l'heure. Finalement, ce dont on a besoin pour bien vivre collectivement, c'est d'un système qui a une justice qui soit en bonne santé, qui soit efficace, qui soit représentative, qui nous défende, toutes et tous là. Est-ce que ce système se porte bien aujourd'hui? Non, c'est la même chose en fait. Là aussi, hop, on a coupé, donc il y a presque plus rien. En tout cas, il est en train de décliner fortement aussi aujourd'hui. C'est pareil pour l'éducation. C'est pareil, depuis 20 ans, on a coupé les moyens de l'éducation. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est pareil avec l'accès à la culture, c'est pareil avec les associations qu'on asphyxie. Donc, ce système ne nous veut pas de bien. Donc, c'est un système pervers, de domination perverse. Voilà. Alors, on va pas en rester là, parce que une fois que c'est dit, oui, très bien. Et puis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de plus en plus? Les taux se resserrent. Pourquoi? Parce que dans un système de domination perverse, il faut qu'il y ait une dépendance. Une dépendance. Dans un système de domination perverse d'individu à individu, que ce soit au sein d'un couple ou d'un parent, évidemment, avec son enfant, il y a une dépendance. Quand c'est le parent avec l'enfant est entièrement dépendant de son parent. Pour survivre, l'enfant a besoin de son parent. Et donc, le parent qui n'est pas bien intentionné, que ce soit conscient ou pas, encore une fois, il va abuser de son autorité. Et il va, par perversion, faire mal à son enfant. Dans un couple, c'est la même chose. La personne qui n'est pas bien intentionnée, elle va installer ce système de domination perverse parce que il y a de l'autre côté un système de dépendance qui est établi. C'est-à-dire que la personne qui est emprisée, la personne qui est sous influence et soumise à ce système, elle est dépendante affective. Elle a affectivement tellement besoin de cet amour et de cette affection qu'elle en est devenue dépendante. Et la personne qui exerce ce comportement perverse de l'autre côté est lui-même dépendant à faire du mal aux autres. Donc on est dans un système qui se co-construit, qui se complète dans la dépendance. Et puis quand on élargit un petit peu sociétalement parlant, on est à nouveau dans un système de dépendance. Pourquoi ? D'abord parce que, quelque part, nous, en tant que citoyens, nous avons remis tout notre pouvoir à nos gouvernants, à nos représentants, puisque nous les avons élus, et puis le reste,
En gros, ils se démerdent et ils font tout, enfin voilà, ils font un petit peu tout à leur sauce et ils font un petit peu ce qu'ils veulent quelque part. Voyez, on ne s'en occupe pas nous. En fait, ce système, nous, on ne fait que entre guillemets que travailler, que vivre nos vies, que voilà, et puis bah quelque part on élit un petit peu des représentants différents, mais en gros il y a rien qui change. Hein, voilà, donc on a donné notre pouvoir à l'autre, tout comme l'emprisé a donné son pouvoir à l'empriseur. Voyez. Et pourquoi est-ce que ce système de dépendance se resserre de plus en plus? Et comment est-ce que l'empriseur nous rend de plus en plus dépendants? Eh bien, avec un pilier qui devient de plus en plus important dans notre société et indispensable, qui est l'argent. Voilà, l'argent. Voyez, puisque depuis des années, mais en tout cas depuis 3 ans, la vie n'a cessé d'augmenter de manière exponentielle. Hein, au moins 12% depuis 3 ans, le coût de la vie. Voilà. Et puis, dans un système qui se privatise, ça veut dire que tout est payant maintenant. Si j'appauvris quelque part le système de soins, eh ben, j'ai besoin de payer pour accéder à un système de soins. Si je veux voir un thérapeute de manière un peu urgente, j'allais dire, dans les 2 mois, dans le mois qui vient, parce que j'en ai besoin, un psychiatre, si j'ai besoin de voir un psychologue, des fois même des médecins avec des spécialités, j'en sais rien moi, hein, un neurologue, enfin tout, voilà, de toute façon, ça devient très compliqué et donc il va falloir aller dans le privé pour pouvoir voir quelqu'un, voilà, dans des délais raisonnables. Et puis, donc pour ça, il va falloir payer. Donc c'est un système de privatisation. On assiste exactement à la même chose avec l'école. En fait, plus ça va et plus on glisse vers un système pour lequel il faut payer pour l'éducation de nos enfants. Voilà. Et puis la justice, c'est pareil, hein, parce que si j'ai les moyens de payer un avocat, je vais aller tenter ma chance. Mais bon, enfin, franchement, c'est quand même assez, vu les délais, hein, avec un délai de réponse, souvent au bout de 6 ans, 8 ans, quand il y a un procès qui a lieu, voilà. Et les frais d'avocat, en général, ça a découragé la plupart d'entre nous. Donc, quand on rend l'argent aussi indispensable pour se loger, c'est la même chose. C'est devenu tellement cher. Pour manger, c'est la même chose. Donc, l'argent a été érigé, en fait, en valeur dominante. Voilà, on a besoin de cet argent pour vivre. Et donc, plus on rend les choses chères et plus tout est payant, en fait. Voilà, ça c'est d'un côté, c'est ce qui monte. Et de l'autre côté, j'appauvris la population. Pourquoi? Puisque plus tout est cher, si j'augmente pas les salaires, j'appauvris cette population, n'est-ce pas? Si je rends tout payant maintenant de plus en plus, j'appauvris tous les services, hein. J'appauvris cette population aussi de l'autre côté. Et du coup, moi j'ai d'argent d'un côté et plus j'en demande de l'autre. Voyez? Et là, de semaine en semaine, hein, c'est plus d'année en année, là. On est de semaine en semaine. C'est comme ça que ça va. Et puis, la cerise sur le gâteau de tout ça, c'est que comment je fais pour finir d'appauvrir cette population et de la rendre dépendante? Eh bien, je rends l'accès à l'argent de plus en plus difficile. Comment je fais pour faire ça? C'est très simple. Aujourd'hui, on a une population, j'allais dire, en dessous de 30 ans. Hein. On prend les étudiants qui, eux, les pauvres, de toute façon, ils n'ont plus à bouffer de plus de Covid. Maintenant, c'est visible. Voilà, ils vont aller de stage en stage. Donc, soit il y a ceux qui vont à l'université, c'est compliqué. Et puis, de toute façon, même les diplômes d'université, on voit qu'ils sont plus soutenus par l'État. Donc, on les ferme de plus en plus. Et puis, il y a les écoles privées. Mais même ceux qui vont dans les écoles privées, en fait, les parents se saignent pour payer des écoles privées à leurs enfants. Après, ils vont faire 1, 2, 3, 4 stages. Ils vont étudier 5 ans. C'est de plus en plus long, les cursus. Donc, en gros, jusqu'à 30 ans, hein, tous ces jeunes-là, en fait, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, ils vivent chez papa, maman parce qu'ils n'ont pas les moyens. Voilà. Et puis, entre 30 ans et 40 ans, là, c'est la population qu'on va employer, hein, les nouveaux diplômés. Donc, c'est ce qu'on cherche partout. Quand on regarde des offres d'emploi, c'est ça. Et on va les payer, en général, on va les sous-payer, hein, autour de 30 KE. Personne ne peut vivre avec ça aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Et puis, passé 45 ans, qu'est-ce qui se passe de manière très massive aujourd'hui?
Eh bien, ceux qu'on appelle les seniors à partir de 50 ans, ce qui est quand même une aberration incroyable, parce que qu'est-ce qu'on met dans la pochette senior? Les 50-100 ans, hein, puisqu'aujourd'hui on vit, en tout cas les 50-90 ans, beaucoup de monde qui dépasse les 90 ans, hein, quand même aujourd'hui. Donc ça fait une frange de la population qui est quand même énorme, hein. Donc ça veut rien dire les seniors à partir de 50 ans. Donc, ce à quoi on assiste un peu plus de jour en jour dans les entreprises, c'est quoi? C'est que les 45 ans, on les sort visiblement de plus en plus des entreprises. Donc, si je résume, en gros, avant 30 ans, j'ai pas de fric, hein, ou très peu. Après 45 ans, de toute façon, je suis sortie des entreprises. Donc, soit j'ai réussi à avoir un capital pour ceux qui ont eu de la chance avant ça et je vais vivre. Après, peut-être je peux monter mon entreprise, peut-être ça va marcher, mais peut-être pas parce que là aussi, des coûts, quand on a une entreprise, c'est quand même extrêmement lourd. Voilà. Donc, la population de plus de 45 ans s'appauvrit. Hein, donc, il reste cette population entre 30 et 45 ans qui va avoir les moyens de bien vivre, enfin en tout cas on leur souhaite aujourd'hui. Mais les autres non. Donc vous voyez, d'un côté en fait on rend la vie de plus en plus chère de manière impossible, voilà, hein, intenable. Puis de l'autre, on augmente le nombre de personnes qu'on appauvrit, hein, voilà. Et c'est comme ça qu'on crée une dépendance à cette valeur argent. Et sans argent, on peut rien faire. Voilà, c'est comme ça qu'un système de domination perverse s'installe. On est en plein dedans. Donc, on va pas en rester là. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ce système de domination, de la merde, un petit peu quand même, faut bien le dire, dans laquelle on est aujourd'hui? Eh bien, à mon sens, le mot-clé, c'est l'autonomie. L'autonomie. L'autonomie individuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être le plus possible en bonne santé. Qu'est-ce que c'est être en bonne santé? C'est être en bonne santé physique, donc bien manger, bien dormir, prendre du temps pour soi, respirer, ce qui devient extrêmement difficile. Vous l'avez bien compris, parce que le système est fait pour nous empêcher quelque part, ou en tout cas le système rend les choses de plus en plus difficiles et compliquées. Mais en tout cas, sur le plan physique, ça passe par ça. Être en mouvement, faire du sport, donc ça c'est le premier pilier. Sur le plan mental, c'est de libérer de plus en plus la charge mentale en se concentrant, en nous retrouvant quelques minutes par jour, en se recentrant, en respirant, en se concentrant, en méditant. C'est nécessaire. C'est nécessaire. On ne peut qu'en passer par là pour se poser. Parce que sinon, on se laisse envahir et bouffer par les problèmes. Et c'est là qu'on plonge, parce que c'est là qu'on génère le stress et c'est là que notre système immunitaire baisse. Et le troisième pilier, c'est vraiment la santé émotionnelle. D'accord? C'est, oui, aujourd'hui, j'ai vécu énormément d'émotions. Le soir, je me pose, je fais un petit peu le revival de ma journée et je vais regarder un petit peu ce qui se passe. J'ai vécu tel événement, l'événement est neutre. Je vais me poser face à cet événement, ok? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Tiens, j'ai ressenti, j'ai eu les larmes qui me piquaient les yeux, j'ai eu la gorge qui se serrait, j'ai ressenti de la tristesse. Puis qu'est-ce que je me suis dit? Que c'était injuste tout ça, que c'était dégueulasse. Ok, je laisse sortir l'émotion. Voilà. Ça, c'est vraiment les trois piliers pour être en bonne santé de plus en plus et récupérer sa santé. En fait, on est maître de notre santé. Hein. N'oubliez pas qu'à la base, on est quand même des personnes qui sont en bonne santé. Nous sommes nés en bonne santé. Le fait qu'on soit malade, ce n'est pas normal. D'accord? Ce n'est pas normal. Et c'est surtout pas une fatalité. Donc ça, c'est retrouver cette autonomie-là. Retrouver cette autonomie de plus en plus. Et puis, enfin, la deuxième chose sur laquelle je vois que, en tout cas, je pense que nous pouvons activer chacun aussi, c'est sortir de l'isolement. Sortir de l'isolement, si je vis une situation d'emprise par rapport à mon conjoint, si je vois que en tant qu'enfant, peut-être adolescent, c'est difficile pour des enfants d'aller faire la démarche. Si je suis adolescent et que je vois que ça se passe pas bien à la maison, c'est peut-être comment je vais pouvoir en parler à une structure, à des amis à côté, voilà. Mais en tout cas, sortir de l'isolement. Sortir de l'isolement, ça c'est primordial. Donc sur un plan individuel, au travail,
au travail, oser en parler à un collègue, oser en parler à la RH. Quelquefois, ça aboutit. Et même souvent, il y a des choses qui sont prises en main, quand même, de plus en plus maintenant. Oser en parler à un médiateur, une assistante sociale. Alors, bien sûr que c'est pas simple parce que, comme on le disait, il y a de moins en moins de moyens, donc de moins en moins de services. Néanmoins, il y a peut-être toujours un ami, une oreille qui est là et qui peut nous écouter. Voilà. Donc, sortir de l'isolement, ça, c'est la deuxième démarche qui est indispensable à mon sens. Se faire aider, comme je l'ai dit, c'est pas simple. Si j'ai de l'argent et que je peux faire cette démarche, eh bien, un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, un médecin généraliste. Maintenant, voilà, il y a de plus en plus de gens qui sont à l'écoute. Donc, allez voir une structure, allez voir de plus en plus comment je peux me faire aider là-dessus. Sortir de l'isolement, c'est sortir de la honte que tout ça génère aussi. Voilà. Et le dernier levier que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, eh bien, sortir de l'isolement social, c'est oser aller vers l'autre. Parce que cette culture de la peur, c'est dangereux dehors, à l'extérieur le monde est violent et voilà. Non, ça c'est quelque chose qu'on instaure, qu'on nous fait croire. Alors bien sûr que c'est pas tout rose non plus, mais c'est pas vrai non plus, je veux dire. Il y a plein de gens qui sont bien intentionnés, qui sont bienveillants. Il y a tellement d'entraide et de solidarité. Et ça c'est vraiment le troisième pilier, c'est d'aller créer des réseaux d'entraide et de solidarité autour de vous. C'est très simple. Comment on peut faire concrètement un exemple que moi j'ai pratiqué juste avant le Covid, avant le premier confinement, mais que je pratique encore maintenant? Eh bien, vous habitez peut-être au sein d'un quartier, au sein d'un immeuble, au sein d'un groupe d'immeubles. Et là, c'est simplement d'aller se rapprocher des gens, de 2-3 voisins, et puis de dire, voilà, moi je mets en place un petit groupe WhatsApp Solidarité, et puis je vous propose que ensemble, on réfléchisse à comment on peut mettre des choses en place, mais de manière très simple et concrète. Eh bien, à quoi ça peut servir et qu'est-ce qu'on peut y faire dans ce groupe WhatsApp Solidarité? On peut générer de l'entraide. Si quelqu'un, un voisin, a besoin d'aide, on peut être là pour lui. Ou bien si c'est nous, ça peut aller à se prêter, se donner du sucre. Je sais pas, jusqu'à tiens, j'ai un feu chez moi, j'ai une inondation, on attend les pompiers, on attend un truc, ça nous est arrivé il y a pas longtemps. Eh on s'y met tous quoi. Voilà. Ça peut être des échanges d'informations. Ah ouais, tiens, moi j'ai un super docteur, moi j'ai une super nounou, voilà, ça peut être, tiens, il y a la vieille dame là du 4e étage, on voit qu'elle a un peu de mal et tout, peut-être qu'on peut aller la voir, si on peut proposer de monter ses cours de temps en temps, voilà. Ça peut être également, moi j'ai des objets à donner, on en a tous en fait, et donc au fur et à mesure, tiens, peut-être ça peut intéresser quelqu'un, ça peut être mettre en place un petit bon coin, voilà, des trucs qu'on vend pas cher et que voilà, moi j'ai une poussette, toi tu as ça, des échanges des dons, des échanges aussi de compétences. Tiens, moi je parle super bien anglais. Peut-être je peux t'aider là sur des trucs et puis peut-être que toi un jour ou quelqu'un d'autre, j'ai un truc pété dans mon appartement chez moi, peut-être que quelqu'un peut venir bricoler. Voilà. Et tout ça de manière ultra locale, je peux vous dire que ça marche très bien. Et c'est le début de créer autre chose. Vous voyez, c'est important de créer un monde parallèle. Parce que il y a le monde officiel là, à cette échelle officielle, et vous voyez bien que ça devient de plus en plus compliqué d'y vivre. Et donc c'est important de créer des microcosmes en parallèle dans lequel on va vivre de plus en plus en ultra local, et puis on va pouvoir comme ça créer de la solidarité, du conseil, des échanges d'informations, des dons, des choses comme ça, et puis je vous assure que ça marche hyper bien, ça se développe hyper vite, et puis ça fait vraiment du bien à tout le monde. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc le système de domination perverse, on est en plein dedans, à échelle collective, voilà.
Ça arrive aussi beaucoup au niveau familial, au sein de nos familles et puis au sein de nos entreprises et nos institutions. C'est quelque chose dont il faut parler, dont on parle de plus en plus. Il y a de très bons livres. J'en mettrai en lien sur ce sujet-là aussi. Oser sortir de tout ça, oser en parler et puis vraiment se dire les choses, hein, parce que c'est prendre conscience des choses et c'est oser parler des choses qui est vraiment le premier pas indispensable pour pouvoir sortir de tout ça. Et puis pouvoir en parallèle recréer autre chose. Le message derrière tout ça, c'est qu'il n'y a pas de fatalité en fait. Vous voyez, le système il est là parce que on l'a au sein de nos familles. Voilà, on l'a au sein de nos institutions et puis on l'a au sein du système global. Eh bien, si je règle, vous avez vu que la manière de régler, en fait, de sortir d'un système d'emprise, d'un système de perversion et de domination, c'est vraiment toujours d'aller travailler sur soi, d'aller regarder. Donc, c'est ce que je disais avec être en bonne santé, c'est s'occuper de soi, voir comment je peux m'extraire, moi, de ces systèmes-là, aller regarder, aller soigner mes blessures, aller voir comment je peux agir pour... qu'est-ce qui fait que je suis dépendant de ces systèmes-là? Qu'est-ce qui fait dans mon mécanisme personnel que j'ai besoin d'être dans un système comme ça et que je le tolère? C'est pouvoir en sortir à titre individuel. Et plus je fais ça à titre individuel, bah vous l'aurez bien compris, plus on va s'en sortir à titre collectif. Voilà. J'espère que ceci aura pu être éclairant. Je vous souhaite et je nous souhaite le meilleur. Et aucune fatalité dans tout ça. C'est nous qui sommes aux commandes de nos vies individuelles et collectives. N'oubliez pas ça. À très bientôt.